feel no evil. I feel no evil. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Ma vie, mon combat. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui après de longues semaines de vacances et j'en profite pour vous souhaiter une très bonne rentrée. Les petits loulous aussi, une bonne rentrée pour eux. Alors pour commencer notre première aujourd'hui, je reçois un homme, on va dire un jeune homme, un très charmant jeune homme qui est là, qui va venir nous parler un petit peu de sa vie, puisque nous sommes dans l'émission Ma vie, mon combat. Il mène un combat de tous les jours et il est là pour nous en parler. Alors, sans plus attendre, donc je vous propose de l'accueillir avec moi. C'est Giovanni. Bonjour Giovanni. Bonjour Venise. Comment ça va? Ça va très bien. Tout d'abord, merci pour avoir répondu présent à notre invitation. Sans aucun vraiment problème. très gentil. Alors Giovanni, sans plus attendre, tu vas te présenter et nous dire en quelques mots qui est Giovanni. D'accord, je m'appelle Giovanni, j'ai 30 ans. Je dirige une petite entreprise avec un de mes meilleurs amis, Taylor Fixie, une entreprise qui s'appelle Raven Fox, dans laquelle on fait des accessoires pour fauteuils roulants électriques. Et également, on est en train de développer d'autres produits, cette fois-ci à destination du grand public. Je vais parler très rapidement de mon parcours. J'ai fait une école de commerce. Et puis sinon, j'aime beaucoup la musique. Oui. Voilà, j'adore chanter. Et puis je chante dans un groupe de jazz et en parallèle, j'essaye de faire mes propres compositions. D'accord, donc on va en parler justement tout au long de l'émission. Alors vous êtes un passionné, comme vous dites, de musique, de jazz, et vous êtes aussi dans l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce qui vous a poussé justement à aller vers ce métier? En fait, vous savez, ce qui m'a plutôt poussé vers l'entrepreneuriat, je dirais que ça remonte au lycée. Donc, c'est-à-dire qu'on est à la recherche d'une école, on essaye de voir ce qu'on va faire dans le futur. De base, je voulais faire de l'informatique. D'accord. Et puis, j'ai un ami qui m'a proposé en fait de faire une école d'entrepreneuriat qui se trouvait pas très loin de là où j'habitais. Donc, du coup, moi, j'ai dit banco, quoi. Enfin, le projet m'a plutôt séduit. Et puis l'idée, c'est voilà, d'essayer de voir si on peut mettre sa pierre à l'édifice pour faire avancer notamment les technologies pour les personnes en fauteuil. Ce qui vous a justement conduit à faire un master en management, Voilà. l'entrepreneuriat. Donc, est-ce que pour vous, c'était compliqué justement de suivre ce circuit? Alors, en fait, on va dire que ça, de mon côté, j'ai eu la chance déjà d'avoir une école qui était accessible, où j'ai pas réellement eu de difficultés, dans le sens où l'école était accessible, on avait un ascenseur pour accéder au bâtiment, tout était accessible, mais quand je vous dis tout, c'était vraiment incroyable, quoi. On pouvait vraiment accéder à chacune des pièces, et ça, c'était vraiment c'est un changement. On oublie quoi. son handicap. Absolument, on n'y pense pas du tout, et puis ça nous permet voilà, de côtoyer tout le monde sans aucun problème et de participer à des activités qui auraient pu être considérées comme compliquées pour une personne en fauteuil. D'accord. Et vous avez aussi passé vos années collège dans une structure adaptée. Absolument. Et comment ça s'est passé durant justement ces années collège? D'accord. Alors, pendant ces années collège, on va dire que la chose qui m'a vraiment, enfin, qui m'a un peu surpris, c'est que, on va dire que le niveau était vraiment adapté au handicap. Donc, c'est-à-dire que dans ces structures-là, les professionnels qui sont dans ces structures font en sorte que on soit réellement bien accompagné avec voilà, des tierces personnes, des outils informatiques qui sont présents, mais également un rythme de cours qui s'adapte en fonction du handicap. Alors, c'est très positif dans certains cas, puisque ça permet, peu importe le handicap, de pouvoir s'adapter et de pouvoir donner vraiment un enseignement qui est juste et qui est compris par la personne. Maintenant, le petit problème que ça donne, c'est qu'une fois que vous arrivez au lycée, moi c'est ce qui s'est passé, quoi. J'étais dans une structure collège complètement accessible, enfin, notamment adapté, bien accompagné. Je suis arrivé au lycée et je vous avoue qu'au lycée, ne serait-ce que se retrouver avec énormément de personnes qui marchent, oui, enfin, voilà, sûr, c'est vrai que on est jeté dans le grand bain comme ça et on voit que, pareil, là, le niveau, c'est plus la même chose, c'est plus des classes qui sont avec moins de 10 élèves ou 5 élèves, ce sont des classes qui sont avec 30 élèves. Et là, il faut vraiment faut vraiment avoir un mental d'acier pour pouvoir justement nager, comme vous dites, on vous fait sauter dans le grand bain.
Et à ce moment-là, vous vous dites quoi? Est-ce que je vais m'adapter? Est-ce que de toute façon, je peux m'adapter? Qu'est-ce que vous vous dites? Alors moi, de mon côté, je ne me pose pas cette question-là, parce que dès lors que je me la pose, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que lorsqu'on a un obstacle qui est en face de soi, soit on se pose la question et on commence à se lamenter sur son sort, soit on essaye tout de suite de trouver une solution. Donc moi, je pense plutôt pour voilà, trouver une solution tout de suite. Donc si ça demande bah, voilà, étudier plus que ce qu'on avait l'habitude d'étudier, bah, c'est ce qu'il faut faire. Et puis il ne faut pas forcément se concentrer sur les problèmes, mais vraiment se concentrer sur les solutions afin de pouvoir surmonter cela et ne même pas y penser en fait. C'est souvent ce qui se passe. Enfin, moi j'ai toujours eu cette impression-là que plus le niveau augmentait, et plus je m'adaptais sans forcément m'en rendre compte. D'accord, sans forcer les choses. Voilà. Et vos amis, vous êtes fait rapidement des amis. Comment eux ont vécu l'effet que vous soyez en fauteuil roulant? Ah bah j'ai des amis qui ont vu ça plutôt positif. Vous savez, un fauteuil roulant, bon, ça reste une belle petite machine qui roule vite dans les couloirs, surtout quand les couloirs sont petits. Voilà, parfois, bon, il y a des amis qui se mettent debout à l'arrière, un peu comme ce que vous avez pu voir dans j'ai oublié le nom de ce film-là avec Omar Sy. Oui. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Et donc, du coup, voilà, quoi. On va dire, après, tout dépend, on va dire aussi du handicap de la personne, si elle arrive à interagir. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir de problème d'élocution, ce qui fait que, notamment, bah, là-dessus, voilà, vous discutez. on arrive à discuter sans aucun problème. Bien sûr. Mais je sais que pour certaines personnes qui peuvent avoir ces problèmes d'élocution, c'est pas aussi évident parce que bah, il faut que les personnes qui n'ont pas ce handicap s'adaptent un peu plus. Donc voilà, donc après moi de mon côté, bon, quand il y a les soirées étudiantes, tout ça, bon voilà, on arrive en fauteuil roulant manuel et puis on porte le fauteuil roulant manuel, donc c'est pas mal. D'accord. Alors, depuis 2019, vous travaillez dans une entreprise qui s'appelle Raven Fox. Oui. Et vous êtes cofondateur de cette entreprise. Et est-ce que c'est compliqué de créer sa propre entreprise avec un handicap? Je dirais que je sais, pour tout vous dire, je pense que la complexité, elle est avec handicap ou sans handicap. Je pense qu'on tombe sur les mêmes complexités. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on arrive à, entre guillemets, surmonter les démarches en un minimum de temps. Là, auquel cas, notamment, il y avait on a fait en sorte de pouvoir recevoir une subvention de la GFIP. Pour cela, il fallait avoir la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Donc vous savez, c'est toujours des processus, c'est l'administration. Hein, l'administration à la française qui s'est quand même un petit peu améliorée à ce niveau-là, puisque maintenant, avant, c'était des reconnaissances qui étaient données pour une durée de 10 ans. Maintenant, ça peut être donné sans limitation de durée. Donc on va dire que, oui, c'est sûr que lorsqu'il faut faire la demande, avoir tous ces documents, c'est vrai que ça peut être complexe. Mais une fois que le processus est lancé, je dirais qu'il n'y a pas forcément de réelle complexité. Là où il peut y avoir une complexité, c'est sûr que c'est lorsqu'on doit commencer à produire nos produits, puisqu'on les produit nous-mêmes. C'est vrai que voilà, quand on a un handicap, on n'a pas la même productivité qu'une personne qui n'a pas de problème physique. Okay. Et à la fin, c'est sûr que oui, l'énergie, le temps passé, il est quand même supérieur pour une personne qui a un handicap physique. Oui. Exactement. Alors, Giovanni, est-ce que vous avez des frères, des sœurs? Je sais que vous êtes martiniquais et italien aussi, voilà, donc un mélange. Un petit mélange. Un petit mélange. Donc, comment ça se passe dans la famille au niveau de l'handicap? Est-ce que justement, vous êtes, tout se passe normalement ou bien vous rencontrez quand même des difficultés dans le cercle familial? Alors, dans le cercle familial, donc, bon, je suis fils unique. D'accord. Donc, voilà, donc j'ai une charmante maman, une magnifique maman, voilà. Non, au niveau familial, on va dire qu'il n'y a pas de réel problème, étant donné que voilà, j'ai mes cousins qui sont très proches malgré tout. J'ai des oncles et des tantes qui sont quand même très à l'écoute et qui sont là quand on en a besoin. Bon, voilà, après, vous savez, c'est comme dans toute famille, hein, il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas, mais principalement dans le cercle familial. Vous êtes bien entouré. Ouais, je suis bien entouré. Alors, vous vous déplacez en fauteuil roulant parce que vous habitez à Paris, oui. En plein Paris. Ouais. Est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté? Il y en a beaucoup. Il y en a énormément.
Ça peut démarrer par exemple sur, je vous donne un exemple, un trottoir qui n'est pas forcément adapté. Par exemple, pour venir ici, j'ai dû emprunter la rue 2 ou 3 fois. Alors, c'est pas un énorme problème en soi, mais bon, lorsqu'on est pressé et qu'on fait pas forcément attention, qu'il peut y avoir, je sais pas moi, 5 cm de marche en face de vous, oui, ça peut être complexe. Donc après, on va dire que Paris quand même est une ville qui est plutôt bien accessible. Hein, voilà, je préfère le dire très clairement. Maintenant, c'est sûr qu'il y a certains moyens de locomotion que l'on n'a pas. Hein, le métro, la joie du métro, enfin la joie ou le problème du métro, comme la ligne 13 parfois, d'après ce que j'ai cru en comprendre. Non, tout ça, je ne le connais pas, sauf pour la ligne 14. Et puis bon, c'est un peu compliqué, quoi. Ça veut dire que si jamais j'ai besoin de voir notamment Taylor qui se trouve à Saint-Ouen, bah, je suis obligé de traverser tout Paris. Et donc par conséquent, donc Taylor qui est mon associé, je ne sais plus si je vous l'ai dit, Taylor Fixie. Et donc du coup, ça veut dire que bah, voilà, je dois prendre un bus qui va mettre 1h30 pour m'emmener à ma destination, alors qu'en métro, j'aurais mis 40 minutes. Exactement. Donc c'est sûr qu'à un moment, il peut y avoir quand même un petit peu de frustration sur cette vie parisienne qui n'est pas aussi adaptée et qui me ralentit, qui nous ralentit en étant en fauteuil, comparé à une vie dans une autre ville, comme par exemple Lille, qui a des lignes de métro qui sont totalement accessibles, ou comme Strasbourg, qui a un super réseau de tramway. Alors après, voilà, la question, c'est quelle est la question? Est-ce qu'il y a une volonté de ne pas faire? On voit qu'il y a les JO 2024. On a décidé de mettre en place de nouvelles lignes. Voilà, et ça s'est fait très vite. Ça s'est fait très vite. Alors oui, mais le problème, c'est que voilà, est-ce qu'on aurait pu quand même rendre accessibles certaines stations? Hein, moi, quand je vois à Porte d'Orléans, ligne 4, qui a un ascenseur maintenant, mais que cet ascenseur, bah voilà, un fauteuil roulant peut rentrer, mais bon, cet ascenseur-là était destiné à une poussette. Est-ce que vous pensez des fois, voilà, est-ce que justement vous posez ces questions-là en disant que est-ce que les personnes handicapées ont réellement une vraie place dans la société française? Alors, je pense que les personnes handicapées ont une place dans cette société, dans la société française, parce que c'est une société qui reste quand même très inclusive. Voilà, il y a quand même pas mal de programmes pour que les personnes à mobilité réduite puissent avoir un travail. Voilà, dès lors qu'on a un diplôme, ou même sans diplôme, on peut accéder à certains je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est des associations qui sont en partenariat avec des entreprises. Je pense à l'Arpège, par exemple, ou Tremplin Jeune Insertion. Et oui, non, il y a malgré tout une place. Mais après, encore une fois, c'est aussi à la personne à mobilité réduite de s'imposer dans la société. Très important. C'est à elle de s'imposer dans la société. Parce que, voilà, ça serait trop facile, juste parce qu'on est en fauteuil, qu'on est tout qui nous tombe dans les bras. À un moment, je pense que voilà, si on veut avoir vraiment une légitimité dans cette société, il faut avant tout faire en sorte d'ouvrir les portes qu'il faut. Quitte à avoir les bons contacts, quitte à, entre guillemets, caresser dans le sens du poil certaines personnes. Mais voilà, mais c'est un peu le jeu de la société en même temps. D'accord. Alors, cette société dont vous avez cofondé avec votre ami, expliquez-nous, dites-nous qu'est-ce que c'est que cette société et puis depuis quand? Oui, depuis 2019, on l'a dit. Et qu'est-ce que vous faites dedans? Qu'est-ce que vous réalisez dans cette société? Donc voilà, on a démarré en mars 2019. Alors on avait déjà travaillé depuis un peu plus d'un an en amont sur le projet. Donc l'idée en fait, ça serait, alors je vous dis la finalité vraiment de l'entreprise, ça serait de pouvoir créer un fauteuil roulant électrique qui serait proposé donc voilà, aux personnes à mobilité réduite ou à toute personne qui en aurait besoin afin de se déplacer, mais en ayant, je vous donne un exemple, par exemple des petits radars de recul sur le fauteuil, en ayant des lumières qui seraient plus performantes, en ayant pourquoi pas une vitesse qui serait également un peu plus adaptée, un peu plus, on va dire, un peu sur la même ligne que les trottinettes. C'est-à-dire que c'est assez dommage parce qu'avant on était entre guillemets les rois des pistes cyclables en appareil moteur puisqu'il n'y avait pas de trottinette, il n'y avait pas de vélo électrique. Maintenant, on se fait tous dépasser. C'est un peu dommage quand on est limité à 10. Je peux comprendre pour certaines raisons. Mais voilà, donc la finalité, c'est vraiment d'avoir... parce que dans le milieu du matériel médical et notamment des fauteuils roulants, l'innovation que l'on voit, ce n'est pas une innovation... pour moi, ce n'est pas vraiment de l'innovation.
C'est plus Vous du êtes- développement. Ah, ok. C'est du développement. On parle de recherche et développement. Là, pour moi, il n'y a pas vraiment de recherche. Il y a plus du développement. Donc, c'est-à-dire, on va réchauffer certaines choses qui ont déjà existé. On va améliorer très Et légèrement cette chose. qu'est-ce qu'il y aura de particulier justement dans le fauteuil que vous voulez créer? Alors ça sera vraiment. Alors, on n'est pas tout de suite. Hein, ça nous demandera déjà de réussir à lever beaucoup plus de fonds que ce qu'on a actuellement. Et puis également beaucoup plus de recherche cette fois-ci. Et puis également de processus de certification, réalisation de plusieurs prototypes. Parce que bon, pour avoir les agréments sécurité sociale, ça reste pas extrêmement complexe. Mais par exemple, on peut dire quelque chose de très simple. Avoir un chargeur on-board, c'est un chargeur qui se trouve directement sur le fauteuil roulant. Ça, c'est une chose toute simple, mais qui n'est pas faite en France. Exactement. Parce qu'en France, la loi, lorsque vous avez l'agrément sécurité sociale, vous dit que vous n'avez pas le droit de vendre un fauteuil avec un chargeur intégré sur le fauteuil. Et pourtant, ça arrangerait justement. Ça arrangerait énormément de personnes. les Mais la personnes. loi ne dit pas qu'on n'a pas le droit de vendre un fauteuil sans chargeur, mais après de proposer un chargeur qui serait, où on imagine une petite place sur le Oui, fauteuil, bien sûr. on imagine le chargeur dessus, quoi, qui vient même s'acheter après, ou voilà, ou qui vient se mettre en complément. Ou voilà, comme une espèce de, comment je peux dire ça, pour pouvoir intégrer une clé USB. Absolument. Par exemple, à l'intérieur c'est par directement. exemple, ça peut être comme également, je vous donne une autre idée qu'on avait au sein de notre entreprise. Par exemple, les batteries au lithium. Nous, les batteries qu'on utilise sur nos fauteuils, ce sont des batteries au plomb. D'accord. Donc le plomb, c'est bien parce que ça augmente comment dire, ça augmente le centre de gravité, ce qui fait qu'on a un fauteuil qui est beaucoup plus stable. Mais à côté, quand on charge notre fauteuil, on doit attendre 12 heures. C'est énorme. Citez-moi une personne, enfin j'imagine que vous, est-ce que vous faites des nuits de 12 heures? Non. Non, personne ne Pas fait du des nuits tout. de 12 heures. Donc il faut également que là-dessus, on puisse s'adapter au train de vie d'une personne en fauteuil, mais pas d'une personne en fauteuil lambda. Donc c'est-à-dire qu'il va peut-être dormir que 6 heures ou qu'il va peut-être dormir que 3 heures cette nuit. Il aura parce que- son fauteuil déjà Voilà. chargé. Donc, chargé voilà, le lendemain. c'est pas obligé. Donc ça, il y a des méthodes. Il y a certaines lois que. Alors, je ne dis pas d'enfreindre les lois, mais c'est juste que de la manière dont est écrite la loi, rien ne nous empêche de mettre du lithium sur les fauteuils. Mais les fabricants ne cessent de dire que c'est impossible. Donc on compte essayer de pallier à toutes ces petites choses et puis surtout d'utiliser pas mal d'innovations qui ont été faites au niveau automobile D'accord. afin de pouvoir les intégrer sur le fauteuil roulant électrique. Donc là, on parle quand même sur de long terme. Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Alors aujourd'hui, donc pour l'instant, on a un accessoire. Donc là, je l'ai ramené là, c'est un petit chargeur USB. D'accord. Hop là, je vais le débrancher. Donc ça se branche en fait sur la prise de chargement du fauteuil que vous voyez là. Ok. Donc on a deux ports USB, hein, ça ressemble à ce que vous mettez dans votre voiture. Bah oui, tout simplement. Voilà, tout simplement. Et après, voilà, c'est nous qui le fabriquons. D'accord. Donc après aussi, ce qui est compliqué, c'est de faire comprendre, alors moi je vois parce que ça fait déjà 2 ans qu'on a lancé ce produit, ce qui va être compliqué, c'est de faire comprendre à l'utilisateur qu'au prix auquel on le vend, la marge qu'on se fait, ce n'est pas une marge qui nous permet de vivre. Moi je vous dis aujourd'hui, je pense que ma vie serait 1000 fois meilleure si jamais je laissais tomber ma société. Voilà, pour me consacrer, je sais pas, moi, rentrer dans une boîte, une grande boîte lambda, afin de pouvoir avoir un salaire fixe. Mais c'est qu'après, il y a un projet derrière où le but, c'est pas de vendre des produits pour se faire de C'est l'argent. quoi votre but à vous? Je vous le dis clairement, déjà, mon but, moi, d'un point de vue personnel, ça serait d'avoir un meilleur fauteuil que celui-là. D'accord. Parce que je me sens ralenti par ce que j'ai là. Voilà, je pense qu'il y a énormément d'innovations qui pourraient être faites, d'amélioration. Et ça, c'est mon but principal. Mon but secondaire, évidemment, également, mon but principal, c'est d'en faire bénéficier le plus de personnes possible. Qui sont aussi Bien dans sûr, le même, qui sont dans le même cas que moi. cas que vous. Et puis après, pourquoi pas dans un futur plus ou moins proche, ça serait cette fois-ci, moi j'ai une vision du fauteuil roulant qui va au-delà de la personne en fauteuil. Je pense que vraiment pour pouvoir inclure tout le monde et entre guillemets banaliser le handicap, il faut faire comprendre qu'un fauteuil roulant, c'est pas forcément, notamment un fauteuil roulant électrique, ça peut ne pas être destiné qu'à une personne
ayant un handicap. Ça peut être destiné également à une personne valide. Bien sûr. Moi, je pense que, enfin, on le voit aujourd'hui, toutes les trottinettes qui se baladent dans la rue, c'est une technologie qui, à mon avis, les fabricants de fauteuils roulants avaient déjà depuis longtemps. Et s'ils avaient essayé d'élargir un petit peu plus leur vision, ils auraient pu proposer des systèmes de mobilité au grand public. C'est vrai c'est quand même étonnant parce qu'avec une technologie qui est tellement avancée et qu'on se retrouve on a des fauteuils qui ont toujours vraiment les mêmes, pas grand chose comme fonction, on va dire, même rien du tout, à part, voilà, comment avancer, comment aller en arrière. Et c'est vrai que c'est très étonnant qu'il n'y ait pas plus de choses dans ces fauteuils pour que ça soit vraiment bien adapté aux gens qui sont dans les fauteuils roulants. Oui, parce que là surtout, on parle de mobilité. Enfin, moi, je vois la mobilité des personnes valides, elle a fait que grandir. On voit maintenant les trottinettes électriques, les vélos électriques. Et nous, j'ai l'impression que notre mobilité reste la même. À l'ancienne, comme on dit. Il faut quand même, malgré tout, dire les choses et quand même saluer le fait que les fabricants de fauteuils actuels arrivent à amener de belles options, mais c'est des options qui existent déjà depuis très longtemps. Mais, par exemple, on peut avoir un lift qui permet de faire monter l'utilisateur à une certaine hauteur, la possibilité de l'allonger, de lui faire tendre ses jambes. Donc tout ça, c'est des choses qui sont positives. Mais maintenant, lorsqu'on voit tout ce qu'on arrive à faire dans l'informatique, les automatismes qui peuvent être faits, excusez-moi, je pense que voilà, le fauteuil même pourrait être un outil de rééducation, ne serait-ce que de rééducation. On imagine très bien un petit système qui permet de tendre les jambes toutes les 15 minutes ou je pense qu'il y a vraiment, il y a des petites choses comme ça qui peuvent changer la vie des personnes qui sont à mobilité réduite. Et c'est vrai que c'est pas assez. C'est vraiment dommage que les gens, justement, des créateurs de fauteuils, ne prennent pas assez conscience de l'utilité et des fauteuils. Comment les gens peuvent l'utiliser, les personnes qui sont assises dessus pendant des heures et des heures. Et c'est vraiment, il faut vraiment qu'ils se mettent à votre place, se dire, voilà, je suis dans un fauteuil toute la journée, de quoi j'ai besoin là, pendant toutes ces heures-là, de quoi j'ai besoin. C'est sûr, malgré tout. Je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui essayent de se mettre à notre place, qui doivent également avoir recours à certaines personnes qui sont elles-mêmes en fauteuil et qui leur donnent des idées. Maintenant, le problème, je pense que, vous savez, c'est comme dans toute entreprise. Et le problème, tout dépend de qui détient l'entreprise. Quel est le but de cette entreprise? Qu'est-ce que je gagne? Est-ce que le but de cette entreprise, c'est tout simplement de faire un certain chiffre d'affaires, un certain nombre de revenus après taxe, et puis ensuite d'être vendu à un fonds d'investissement X ou bien Y, parce que malheureusement, c'est un peu ce qui se passe dans le milieu du matériel médical. C'est-à-dire que vous avez une entreprise, Sunrise Medical par exemple, qui était détenue par je ne sais plus quel groupe, et qui a été ensuite vendue à un autre groupe. Donc c'est un jeu de passe-passe, quoi. Mais à un moment, le but, c'est que, voilà, il faut faire accélérer les choses, et il faut qu'il y ait des nouveaux entrants. Donc il y a des nouveaux entrants malgré tout, surtout aux États-Unis. Et la question, c'est de voir est-ce que ça va vraiment dynamiser le secteur, faire de belles avancées. Alors pour l'instant, oui, puisque eux, de leur côté, ils ont de très beaux fauteuils qui changent de design, qui ont de la technologie. Non, mais c'est vrai, vous allez aux États-Unis. Vous allez aux États-Unis, notamment, je crois que c'est à l'aéroport de Los Angeles. Donc cette marque qui s'appelle Wheel, cette marque, n'importe qui, demain, vous dites que vous avez mal à la jambe ou je sais pas quoi, ils vous mettent sur un fauteuil et puis vous leur donnez votre numéro de porte ou je sais pas quoi, de porte d'embarquement, et le fauteuil vous dirige directement. Vous n'avez même pas besoin de le conduire. Mais quand on voit qu'ils arrivent à faire ça, moi, plutôt que de voir des gens sur leur trottinette, j'aurais préféré voir des gens sur leur fauteuil avec une petite tablette en train de vérifier leurs emails du matin en allant au boulot. Je pense que ça serait largement mieux. Bien sûr. Mais bon, ça sera la voiture autonome, ça. Donc c'est bon. Voilà. J'espère que vous allez pouvoir créer justement cette... on verra, il nous faut de l'énergie et puis surtout, surtout que les gens arrivent à comprendre que si on vend des produits à un certain prix, qui reste quand même malgré tout nettement inférieur à ce que vendent à ce que proposent les fabricants actuels, voilà, qu'il y a un but et qu'on ne fait pas ça pour rien, quoi. D'accord. Alors vous faites partie de 2 associations, donc dites-nous lesquelles et pourquoi. D'accord, donc je fais partie déjà de
de l'APIPD, qui est l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. D'accord. Et puis ensuite de l'AS Upsilon Châtenay-Malabry, qui est une association dans laquelle je fais du foot en fauteuil roulant électrique, voilà, du foot fauteuil. D'accord. Et puis également dans laquelle on n'hésite pas à aider des personnes qui ont un handicap, tout simplement voilà, les aider à rentrer dans la vie active. Et puis surtout à leur montrer que c'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on. Voilà, justement, est-ce tout est possible. que c'est important pour vous de sensibiliser les personnes qui ont un handicap comment ça se passe? Je pense que oui, il est nécessaire quand même de les sensibiliser. Par le biais de ce club, on leur montre que par la pratique du sport, voilà, on a des petits jeunes, je crois que le petit jeune doit avoir 4 ans ou 5 ans. Et le plus vieux, on a déjà eu des personnes de 50 ans. Donc c'est surtout pour leur montrer que, voilà, peu importe enfin, que même en étant tout petit comme ça, ils peuvent déjà se projeter sur le fait de voir des personnes qui sont plus âgées qu'eux, en fauteuil roulant, et voilà, qui ont une vie comme tout le monde. Et puis surtout, la pratique du sport, comme elle est en compétition, ça permet aussi de développer l'esprit de compétition. Exactement. Voilà, d'essayer de s'améliorer jour après jour et voilà, de ne pas lâcher, pas lâcher lorsqu'on est face à l'adversité. Exactement, ça les rend plus forts. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous pourriez justement conseiller aux personnes qui sont à mobilité réduite comme vous et qui ont des rêves et qui parfois hésitent de les réaliser face à leur handicap? Moi, je pense qu'avant tout, il ne faut pas se bloquer parce qu'on a un handicap. Donc ça, c'est une chose qu'il ne faut surtout pas faire. Principalement, demain, je vous donne un exemple. Le meilleur exemple, c'est Taylor Fixie, dans l'association APIPD, enfin l'association pour la prévention et l'information de la drépanocytose. Enfin, Taylor Fixie, il a la drépanocytose. Donc ça veut dire qu'il a ces globules rouges qui se transforment, au lieu d'avoir une forme normale, circulaire, en forme d'assiette, elles ont une forme de faucille. Et malheureusement, ça passe mal dans les vaisseaux sanguins. Donc lui, toutes les 6 semaines, il doit faire un échange transfusionnel. Donc on doit lui retirer son sang pour lui mettre du nouveau sang. Donc voilà, on lui a dit que c'était normalement impossible de faire de l'avion. Enfin, et pourtant, il a sa licence de pilote privé. Enfin, voilà. Donc je pense qu'avant tout, c'est lorsqu'on nous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible, c'est, j'imagine par exemple, les mères qui apprennent des diagnostics par un médecin et qui va leur dire « oui, vous savez… votre enfant ne marchera jamais ou votre enfant, malheureusement, il restera, notamment pour les personnes atteintes d'autisme ou d'autres maladies mentales, on peut leur dire, par exemple, ou d'autres handicaps, on leur dit qu'ils seront murés indéfiniment, qu'ils ne pourront pas changer. Et c'est complètement faux, encore une fois, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Exactement, voilà. Il y a eu des preuves pour ça, des personnes à qui on avait dit qu'ils auraient que leur durée de vie serait limitée. Voilà. Et ben jusqu'à aujourd'hui, ils sont là et voilà, donc on n'a pas la science exacte. Je pense que les premiers conseils, notamment aux parents, je pense que c'est surtout de rester dans l'accompagnement de leur enfant et de ne pas penser que leur enfant ne pourra pas changer, que leur enfant ne pourra pas être dans une meilleure situation que ce qu'il est aujourd'hui, puisque tout dépend de la stimulation. Enfin, moi, je le vois notamment, je vois que ma mère m'a beaucoup accompagné en me faisant beaucoup de séances de rééducation à la maison. Et c'est ce qui m'a permis, je pense, aujourd'hui, notamment de pouvoir faire énormément de choses, pouvoir ramasser des choses par terre, même si c'est vrai que je mets beaucoup plus de temps qu'une personne lambda. Mais voilà, c'est de rester dans l'accompagnement, ne pas penser qu'une chose est impossible. Et puis pour ceux qui sont notamment en fauteuil, voilà, admettons, si jamais on leur dit que conduire ne sera pas possible, parce que voilà, il y a peut-être des gens qui sont un peu trop simples d'esprit et qui n'hésitent pas à dire ça, c'est d'essayer de voir s'il n'y a pas des exceptions, entre guillemets, à cette pensée. Et on se rendra compte que voilà, il y a énormément de personnes en fauteuil roulant qui conduisent. Exactement, énormément beaucoup, bien sûr. D'amis qui ont leur propre voiture. Oui, qui sont adaptés pour eux. Tout à fait. Bien sûr. Donc voilà, donc je pense avant toute chose, c'est lorsqu'on a un obstacle, un problème, essayer de voir comment contourner ce problème malgré le fait qu'on ait un handicap. Si la question demain, c'est de dire que oui, il n'y a pas d'adaptation,
on essaye de trouver quelqu'un d'inventif, on essaye d'être un petit peu inventif et pourquoi pas de créer soi-même sa propre adaptation. Voilà, il ne faut pas se limiter, enfin, encore une fois. C'est important. Non, surtout pas. Alors, on va parler un petit peu de cette pandémie qui fait ravage depuis maintenant pratiquement 2 ans. Bientôt. Et oui, bientôt 2 ans. Et comment vous l'avez vécu et comment vous le vivez, puisque aujourd'hui encore, on parle maintenant de vaccin. Oui. Donc, parlez-nous un petit peu de votre vie face au Covid-19. Face au Covid-19, on va dire que oui, c'est vrai qu'elle a changé un peu. Ah oui, dans le sens où on a dû faire face à des confinements, on a dû faire face à des allers-retours d'annonces gouvernementales. Donc c'est sûr que c'est vrai qu'on a vécu quand même dans une incertitude importante pendant de nombreux mois, enfin même toujours. Exactement. Jusqu'à maintenant, on est encore... maintenant. Mais bon, voilà, les confinements se sont bien passés. Donc voilà, c'était principalement rester à la maison. Voilà, on ne voit plus notre famille parce qu'on essaye de faire en sorte de ne pas se contaminer entre nous. Bien sûr. Voilà, et puis aujourd'hui, bah oui, on a le vaccin. Mais bon, voilà, ce qui est compliqué, c'est de voir que en France, enfin, voilà, c'est un principe qui est purement français. Enfin, la liberté, liberté d'expression, qui entre guillemets, voilà, enfin, liberté d'expression qui entre guillemets, malheureusement, existe de moins en moins en France. C'est une impression que j'ai. Et puis, entre guillemets, une obligation de faire un vaccin. Mais, enfin, alors, c'est vrai que le gouvernement a dit qu'on n'est pas obligé de faire le vaccin. Mais avec cette histoire de passe sanitaire, enfin, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Si on veut avoir une vie normale, il vaut mieux faire le vaccin. Exactement. Voilà, surtout quand on sait que ça va être que les tests ne seront plus remboursés. Mais à ce niveau-là, enfin, voilà, moi ce que je pense, c'est qu'on oublie un peu qu'on vit dans une société. Qu'on est, alors je ne sais plus combien on est exactement en France, mais on est plus de 66 millions de Français, peut-être 67 millions de Français. Et que c'est sûr que s'il n'y a que 20% de cette population qui décide de se faire vacciner, alors c'est sûr que, enfin, je compare un peu avec la Martinique et la Guadeloupe, enfin on voit la Martinique et la Guadeloupe aujourd'hui est à l'arrêt. Oui. Donc voilà. Oui, il y a eu beaucoup de personnes malades, hospitalisées, Et puis qui sont surtout dans des formes graves. Absolument, on est réticentes au vaccin. Réticentes au vaccin. Et pourquoi, à votre avis, cette réticence? Oh, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Je pense qu'il y a un premier sujet au niveau du chlordécone où je pense que le président de la République jusqu'à présent n'a pas parlé clairement sur cette situation. Enfin voilà, c'est notre président qui n'hésite pas, voilà, à lâcher des petites phrases inutiles parfois, mais qui malheureusement voilà, devrait peut-être à ce niveau-là, je pense, remettre de l'ordre là-dessus afin qu'il y ait une confiance regagnée de la part des Outre-mer. Mais maintenant, les Outre-mer, même elles, de leur côté, enfin, je ne sais pas quel est le but. Est-ce que le but, c'est d'attendre indéfiniment? Est-ce que le but, c'est de rester chez soi? Est-ce que c'est de ne plus vivre? Parce que là, c'est ce qui se passe en Martinique. Et les Martiniquais et les Guadeloupéens ne vivent plus. Oui, et puis, encore une fois, j'imagine le travail qui doit être extrêmement dur pour faire passer l'information. Parce que lorsqu'on voit des images, enfin, moi j'étais en Martinique dernièrement, je l'ai clairement vu, il y a énormément de personnes qui n'hésiteront pas de vous dire que oui, les images, qui nous disent que ce sont des vraies images, oui, pourquoi est-ce qu'on ramène des soignants alors que soi-disant il n'y a pas besoin de soignants? Enfin voilà, je pense qu'à un moment, si on prend de telles décisions aussi drastiques, si on n'hésite pas même à transférer des malades de la Martinique, vous imaginez, on leur fait prendre l'avion pour aller en France. Alors il y a certaines personnes qui diront, oui, il n'y a pas assez de lits. Oui, d'accord, il n'y a pas assez de lits. Mais encore une fois, enfin, l'argent, jusqu'à preuve du contraire, ça tombe pas du ciel et ça pousse pas sur les arbres. Bien sûr. Voilà, parce que la question, c'est que plus on reste en fait dans cette situation-là, plus l'État va dépenser de l'argent. Et la finalité, ce qu'on oublie encore, c'est que l'État, c'est pas uniquement les personnes en costard qui se trouvent au Sénat, qui se trouvent à l'Assemblée nationale ou au gouvernement. Voilà, la finalité, hein, ceux qui doivent payer la facture, ce sont tous les Français réunis. Oui, exactement. Donc, est-ce qu'on veut une augmentation de tout? C'est une bonne question aussi, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, pour vous, l'idéal, ce serait de se faire vacciner pour pouvoir justement continuer à vivre normalement. Alors oui, ça serait d'un côté de se faire vacciner parce que, enfin, on le voit, enfin, sans vaccin, enfin, moi je l'ai vu. En Martinique, il y avait 20% de la population qui était vaccinée. En France, je crois à l'époque où j'étais parti en Martinique, c'était 65%. Voilà, enfin, il n'y avait plus de masque, il n'y avait plus rien. En Martinique, on avait encore le masque.
confinement, couvre-feu d'abord, après confinement. Donc voilà, donc là, moi je sais que si jamais j'avais le choix entre vivre en France, enfin dans un pays où tout le monde est vacciné et où personne n'est vacciné, je préférerais vivre dans un pays Tout le monde est où tout le monde est vacciné. vacciné. Vous êtes vacciné. Absolument. Enfin, j'ai pris les 2 doses. Lorsqu'il faudra prendre la 3e dose, alors ben, on la prendra. Après, on peut comprendre aussi, malgré tout, les incertitudes qu'il peut y avoir Oui, bien sûr. vis-à-vis du vaccin. Oui, exactement. Mais maintenant, encore une fois, c'est des technologies qui ont déjà été utilisées, notamment cette technologie d'ARN messager a été utilisée lors de la pandémie d'Ebola, je crois en République démocratique du Congo. Donc, il ne faut pas commencer à dire que c'est un vaccin, une technologie qui n'a jamais été utilisée. Et puis, surtout aujourd'hui, moi, ce que je me rends compte et ce qui me fait de la peine, c'est de voir que, je vais dire on est devenu fainéant vis-à-vis de la recherche de l'information à la source. C'est-à-dire que maintenant, on reçoit des choses sur WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux de manière Donc du coup, globale. ça nourrit notre cerveau. On pense que c'est vrai. Parce qu'on dit, oui, mais les journalistes, ils sont de gauche ou bien de droite, ou bien ils racontent des bêtises, ils disent ça pour le gouvernement. Mais à un moment, enfin, les données, on peut les avoir à la source. Les données, notamment des vaccins, on les trouve sur Internet. Il y a aussi beaucoup de scientifiques aussi qui sont contre le vaccin. Absolument. Donc, ça crée quand même pour les gens, pour les personnes qui ne sont pas dans le médical et qui sont amenées à se vacciner. Bon, on peut dire qu'il y a quand même, il y a de quoi se poser des questions. Et je pense qu'il y a énormément de gens, même s'ils ont été même s'ils sont d'accord pour prendre justement ce vaccin, mais ils ont cette appréhension et ce doute qui reste quand même dans la tête en se disant ce vaccin, c'est un vaccin dont on n'est pas vraiment sûr des effets secondaires et qu'est-ce qu'on va avoir dans 2, 3, 4, 5 ans. Oui. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de réticence, c'est de ne pas savoir les effets qu'il peut y avoir après avoir pris ce vaccin. Elle est légitime cette question. Exactement. Mais le problème qu'il y a aussi, c'est qu'en attendant, enfin, le virus, il ne va pas s'arrêter de muter. En attendant, le virus, il ne va pas s'arrêter. Et c'est ça le réel problème. Le réel problème, c'est quand on voit la situation dans les pays pauvres. Regardez comment c'est en Afrique du Sud, regardez comment c'est actuellement en Inde. Vous avez vu les désastres sanitaires qu'il y a là-bas. Donc après, la question, c'est, enfin, je sais pas, je peux comprendre enfin, moi en tout cas, d'un point de vue personnel, j'ai été prêt à prendre le risque. Et voilà, si jamais demain j'attrape quelque chose, ben, malheureusement, on se plaindra. Entre guillemets, on ira demander des réparations si jamais il faut demander des réparations. Mais bon, maintenant, on est sur des technologies qui sont quand même, enfin, jusqu'à preuve du contraire, qui ont été testées. Enfin, quand on voit tous les milliards d'euros qui ont été dépensés afin de développer ces choses-là. Et puis, ce qu'on ne nous dit pas également, c'est qu'il y a des vaccins, notamment le vaccin australien, qui a été arrêté. Donc, pourquoi est-ce qu'il a été arrêté ? Parce qu'il n'allait pas faire assez d'argent. Non, juste parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème dans le processus. Donc, je pense qu'il faut se réjouir déjà qu'on a des autorités qui savent dire oui, qui savent dire non. Et puis après, à un moment, si on veut reprendre une vie normale, ben, le problème, c'est qu'il faut sauter le pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Merci beaucoup, Giovanni. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire, un dernier message que vous avez envie de dire aux téléspectateurs. C'est à vous. Ben, merci. Je dirais déjà, bon, voilà, j'espère qu'ils se portent bien, qu'ils sont en bonne santé. Voilà, après, j'espère qu'ils continueront à être en bonne santé, qu'ils se fassent vacciner ou pas, qu'on retrouvera tous une vie normale bientôt. Et puis, ce que je leur demande également, c'est de ne pas hésiter à donner leur sang. Donc les drépanocytaires en ont grandement besoin afin de tout simplement prolonger leur durée de vie, parce que c'est entre guillemets grâce à eux qu'ils peuvent prolonger, qu'on continue à vivre. Et puis, je leur dirais également de ne pas hésiter à faire un petit tour sur la page de la PIPD, Association pour l'information de la drépanocytose, désolé. Et enfin, sur la page de la SY Châtenay-Malabry. Et puis également aux téléspectateurs, si jamais certains sont intéressés pour faire un tour sur la page, sur le site internet de Raven Fox, donc RAVEN
fox.xyz, voilà, afin de voir ce qu'on propose et puis pourquoi pas discuter encore de tout et n'importe quoi D'accord. voilà, avec eux. Merci beaucoup, Giovanni. Merci à Je vous. vous souhaite bonne continuation Merci. pour tous vos projets. Et j'étais très heureuse d'échanger avec vous. Et je pense que les téléspectateurs aussi ont passé un très très beau moment. Quant à nous, donc, on se retrouve comme d'habitude une fois par mois. Et je tiens aussi à remercier tous nos partenaires. Un spécial remerciement pour le restaurant Groovy qui se trouve dans le 15e. Merci à nos autres partenaires, Saveur Créole 509, IT People Magazine, ACP Productions, Makenza et YNK Productions qui coproduit cette émission, bien sûr. Donc on se retrouve très très bientôt dans votre émission Ma vie, mon combat. À très bientôt. Au revoir. And it's on me up, my foot won't strike against a stone. You anoint me with oil, my cup